Bien. Alors, je vais vous partager mon écran. Oui, si tu veux. N'hésitez pas, si je parle trop vite, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre. D'accord? Pour le bien de la séance, je vous invite à mettre en sourdine votre micro. C'est pour éviter les bruits parasites, les bruits de fond. Donc, vous appuyez juste sur en bas à gauche, désactiver le micro. Et quand vous voulez prendre la parole, il suffit juste de réactiver le micro. J'avais désactivé mon micro sans faire exprès. Ouais, c'est parce qu'en fait, comme j'ai désactivé tout le monde, Ah, ok. ça t'a D'accord, d'accord. désactivé tout. Donc, c'est bon pour tout le monde? On attaque? N'hésitez vraiment pas à m'interrompre, OK? Alors, aujourd'hui, grâce au GDOS, j'ai le grand plaisir de vous présenter les tops que je vais vous expliquer en fond et en forme. Donc, merci à Léon et merci à Nathalie du GDOS. Donc, en effet, je suis praticien top, c'est-à-dire technique d'optimisation du potentiel. Donc, je vais vous expliquer en long et en large ce que c'est. Et en tant qu'ancien préparateur physique et mental dans l'armée de l'air, je vais vous faire part de mon expérience par rapport au top. Et Nathalie interviendra également en tant que kiné et coach mental sur la gestion du stress, interviendra sur tout ce qui est gestion du stress. Et après, je reprendrai la main pour vous réexpliquer clairement les techniques top. D'accord? Donc là, comme vous le voyez, il y a de belles images, les belles images de la patrouille de France, puisque ça vient quand même un petit peu de là. Donc, présentation des tops, ça va durer, avec la gestion du stress, ça va durer moins de 3/4 d'heure. Nous verrons dans un premier temps l'historique des techniques d'optimisation du potentiel. C'est important de connaître l'histoire, même si on n'ira pas dans le détail, évidemment. Je vous proposerai 3 manières de définir les tops, histoire que chacune puissiez un petit peu vous rappeler des mots-clés pour résumer un peu les tops. Parce que malheureusement, les gens résument les tops en que de la relaxation, alors qu'en fait, c'est complètement faux. Nous verrons évidemment les objectifs. Dans quel but? Pourquoi faire? Pourquoi les tops? Vous êtes là aujourd'hui, vous êtes peut-être curieux, peut-être qu'il y en a parmi vous, il y en a qui ont goûté au top, c'est très bien. Et bien justement, quels sont les objectifs? Nous verrons, et là, c'est là que Nathalie prendra la main, les notions importantes sur le stress. Et enfin, nous verrons donc les techniques et leur champ d'application, c'est-à-dire à quel moment il faut les utiliser, comment faire. Et je vous proposerai, c'est un enseignement, le mot est grand, mais c'est plutôt un enseignement théorique de ces techniques que nous verrons tout à l'heure. Évidemment, on parlera de la possibilité de faire des séances pratiques. D'accord? Il y aura un temps d'échange à la fin. L'historique des tops. Alors, il faut savoir que les techniques d'optimisation du potentiel ont été inventées par le docteur Perrault, Édith Perrault-Pierre, que vous voyez en photo, avec un bel avion de l'armée de l'air, de la patrouille de France. Donc ça, c'est important de le savoir. Les tops ont été inventés par le docteur Perrault, personne d'autre. L'historique. Vous voyez les petites images en bas. Alors, il y a peut-être une image qui vous gêne. Hop, je vais mettre ici. Voilà. En bas à gauche, vous avez un expert top de l'armée de l'air avec le docteur Siemens. Vous avez au centre un autre expert top qui est mon formateur praticien top, qui s'appelle Laurent Soria, avec des militaires. Et en bas à droite, vous avez les activités renfort. Vous avez peut-être entendu parler à la télé. Les tops ont été utilisés, on le verra, les tops ont été utilisés dans le secteur civil et notamment dans le milieu hospitalier pour les soignants. Alors, l'historique, eh bien, après des études dans les années 80, un document a été publié en 1989, un petit peu en gros pour les forces armées. Mais c'était vraiment, on va dire, la genèse basique des tops, parce que ça ne s'appelait pas comme ça, c'est juste déjà des études qui ont été faites dans les années 80 et surtout à la fin des années 80. Mais concrètement, il y a eu un module pour les préparateurs de sport dans les armées, qui est le module des techniques de gestion du stress en 1991. Alors, il y a un bruit parasite. Si juste la personne qui a le micro peut le couper, s'il vous plaît. Merci. En 1991, donc, il y a eu ce module de gestion du stress pour ces préparateurs physiques et mentaux dans les armées. Les tops ne sont toujours pas nés. En 1994, dans ce stage-là,
il va être déployé un petit peu et ouvert dans les 3 armées, armée de terre, marine et armée de l'air, ainsi que la gendarmerie, en 1994. Ça correspond à 2 ans près, là où justement le service national s'est arrêté, je crois que c'était en 1996, à l'époque de Jacques Chirac, et où justement on a commencé à hyper féminiser les armées. Donc les mentalités commençaient à changer. En 1997, ce module technique de gestion du stress évolue et enfin prend le nom de TOP, mais avec 2 P, signifiant technique d'optimisation du potentiel professionnel. Évidemment, ce module il avait été créé par le docteur Perrault parce qu'on le lui a demandé. En fait, on s'est rendu compte au gré de divers, ce qu'on appelle des rétextes, des retours d'expérience dans les conflits armés. On se rendait compte que les militaires revenaient un petit peu en 1000 morceaux, mais pas que physiquement, hein, mentalement également, et qu'il fallait absolument rendre ces militaires encore plus efficaces dans leur métier et puis les remettre sur pied et dans leur tête au retour de mission. Et ça, c'était important, donc c'est plutôt les années fin 90. Et enfin, ça y est, on y arrive, la vraie appellation arrive. En 2000, l'armée de l'air inclut les TOP dans les cursus de formation à l'école de l'air, donc c'est l'école des officiers de l'armée de l'air, dans les escadrons de chasse, notamment en priorité pour les pilotes de chasse, et les formations de contrôleurs aériens. Donc tout ce qui est contrôleur aérien, c'est les personnes qui sont dans les tours de contrôle pour dire aux avions de décoller ou d'atterrir. Et bien voilà, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette notion de l'année 2000 dans l'armée de l'air. Alors pourquoi on dit que les TOP ont été inventés par le docteur Perrault dans l'armée de l'air? C'est parce que justement, c'est un docteur de l'armée de l'air qui a inventé cela. Donc c'est pour ça que ça a été énormément développé dans l'armée de l'air. Et puis après, un petit peu plus tard, en 2006, eh bien, l'appellation TOP arrive pour toutes les armées, c'est-à-dire que là, c'est validé par l'état-major des armées, donc quelque chose de très sérieux. Il s'agit bien, les TOP, ce n'est pas du tout un concept hyper bizarre, particulier, auquel il est peut-être difficile d'adhérer, pas du tout. Dites-vous que s'il a été adopté à 200% par les forces armées, c'est que c'est quelque chose de très sérieux, édicté par le docteur Perrault, mais qui a été aussi évidemment le fruit d'un travail de longues années auprès de différents spécialistes et différentes études. D'accord ? Et sur le terrain, ces techniques ont été pratiquées par les préparateurs physiques et mentaux des armées, qu'on appelle les moniteurs de sport. On devrait dire moniteur EPMS, c'est entraînement physique, militaire et sportif. Et ces moniteurs de PMS ont enseigné ces techniques et il y a eu de très bons résultats dans tous les corps métiers. C'est pour ça que ça a été validé dans toutes les armées. Comment pourrait-on définir les TOP? Alors, vous avez un petit peu en haut à droite la balance peut-être la gestion du stress, j'ai envie de vous dire, et en haut à gauche, vous avez un groupe de personnes qui, avant ou après un exercice de sport ou militaire, peut effectivement faire des TOP. Et ça, on le verra un peu plus tard. 3 définitions. Première définition, technique. On pourrait le traduire technique en un ensemble de moyens ou d'outils, tout simplement. Donc, des outils. Vous pouvez retenir, les TOP sont des techniques, donc des outils. D'optimisation, qui signifie rendre le meilleur possible, quel que soit son niveau, que ce soit perso ou professionnel ou sportif ou militaire ou civil, rendre le meilleur possible. Son potentiel, c'est-à-dire précisément ses capacités physiques, intellectuelles, psychologiques, ses aptitudes, ses connaissances, ses ressources personnelles. Donc ça, c'est la première définition, on va dire, sémantique. Techniques sont des outils, optimisation pour le meilleur possible, potentiel, eh bien, toutes ces capacités. Ça, c'est une première définition. Une deuxième définition nous dirait que les TOP sont un ensemble de techniques faisant appel à des processus de base. Les processus de base qui sont issus de différentes techniques comme tout ce qui est relaxation, sophronisation, sophrologie, training autogène de Schulz, mouvement zen, le yoga, etc. Eh bien, ce sont les mêmes processus de base. Processus de base qui sont la respiration. On travaille beaucoup sur la respiration, sur les techniques de relaxation, apprendre à se détendre, apprendre à lâcher prise, c'est important. Et évidemment, l'imagerie mentale. Un petit peu, comme vous avez dû voir, peut-être ce qu'on appelle la musique pour les pilotes de la patrouille de France qui, avant comment on appelle ça? Je ne trouve plus le mot. Avant leur show dans les airs, mince, je ne trouve plus le mot. S'il y en a qui l'ont, n'hésitez pas à allumer le micro. Avant leur show dans les airs, de faire leur… Un meeting. Meeting, merci. Avant leur meeting,
eh bien, en fait, ils font des techniques d'imagerie mentale qui est, je n'ai même pas envie de vous dire nécessaire, qui est indispensable pour éviter les accidents. En tout cas, le risque zéro n'existe pas, mais on sait que quand il y a des accidents, c'est à cause du facteur humain. Et le facteur humain, on peut travailler son corps, certes, ok, la technique, très bien, les pilotes de chasse sont entraînés pour, ils s'entraînent, ils s'entraînent, ils s'entraînent. Les machines, les mécaniciens sont là pour essayer justement de veiller au grain et qu'il n'y ait aucune faille. Mais on se rend compte en fait que le cerveau est parfois un peu faible et il faut absolument l'entraîner. Donc, ces pilotes de chasse, de la patrouille de France, ils s'entraînent à la musique, c'est-à-dire qu'il y a le leader qui est debout et qui répète toutes les techniques pendant 10, 15, 20 minutes, toutes les techniques. Et chaque pilote a les yeux ouverts ou fermés et fait ses petits gestes et répète en fait mentalement exactement ce qu'il va faire. Ils disent les gaz, la puissance, la rotation, je tourne en arrière. Ils font tous ces petits gestes-là. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, essayez de regarder sur Internet. C'est vraiment très intéressant et même impressionnant. Ça met la chair de poule, je trouve, de regarder ces pilotes qui, avant d'aller faire leur meeting, quelques minutes avant, eh bien, ils se concentrent, ils se mettent dans leur bulle. Un petit peu aussi comme un autre exemple, ce serait le skieur alpin qui, avant de faire sa descente, il est perpendiculaire à la piste, il a les yeux fermés et il répète les virages. Il sait quand est-ce qu'il va attaquer, il sait quand est-ce qu'il va relâcher, il sait quand il va se redresser, il sait quand il va piquer. Eh bien, c'est ça, c'est de l'imagerie mentale. Même pour les athlètes de haut niveau et surtout pour les sportifs de haut niveau, eh bien, l'imagerie mentale est très importante. Donc, la première définition, on l'a vu. La deuxième définition, donc, c'est en partie, c'est donc l'ensemble de techniques qui font appel à ces processus de base, respiration, relaxation et imagerie mentale. Et c'est ce à quoi j'ai envie de vous faire goûter. Pourquoi? Pour quelles actions? Pour quel but? Eh bien, dans le but de récupérer ou de se détendre, de se dynamiser, puisque justement les tops, ce ne sont pas que des techniques de relaxation, ce sont des techniques de respiration, d'imagerie mentale et de dynamisation, ou tout simplement pour se réguler, pour justement ajuster son stress, vous le verrez avec Nathalie tout à l'heure, pour ajuster son niveau de stress comme bon nous semble et comme il le faut. Donc, cette définition, processus de base, respiration, relaxation, imagerie mentale, pour des actions qui peuvent être soit je me relaxe, je récupère, soit je me dynamise, soit je me régule. La troisième définition, celle que je donne souvent quand on me pose la question qu'est-ce que les tops? Eh bien, tout simplement, les tops, c'est un ensemble d'outils qui permet de récupérer dès qu'on peut. Donc ça, c'est important. On a un petit temps pour récupérer. On a une action qui était fatigante ou éprouvante ou un gros stress. On ne s'est pas senti bien après une dispute au travail ou peut-être après avoir traversé la route et on s'est rendu compte qu'on est passé rouge et qu'on a failli y passer. Et bien voilà, il y a, à un moment donné, il y a une montée d'adrénaline, cortisol et noradrénaline, donc tous ces catécholamines qui vont faire monter ce niveau de stress pour justement nous permettre de réagir. Et bien les tops nous permettent de récupérer dès qu'on le peut et de se dynamiser quand il le faut, c'est-à-dire quand on se sent un petit peu mou, eh bien de retrouver un petit peu confiance en soi et la force pour justement faire appel à ses ressources. Ce sont des techniques qui sont importantes à appréhender, à personnaliser. C'est pour ça que le fait de vous avoir fait goûter pour les personnes de Chanteloup à juste 5, 10, 15 minutes de top, c'est très bien, mais c'est malheureusement pas comme ça que vous pourrez vous appréhender et puis surtout vous personnaliser ces techniques qui sont importantes à personnaliser, comme tout programme d'entraînement, hein, pour permettre de vous gérer au bon moment et en toute autonomie, et c'est ça le but. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, pour moi, la définition à retenir, c'est la dernière, c'est-à-dire les tops nous permettent de récupérer et de se dynamiser, vraiment, pour apprendre à se gérer. Et vous avez tout en bas, en violet, une définition globale qui vous dit, les tops, c'est tout simplement une boîte à outils qu'on peut personnaliser, contenant des techniques pédagogiques. Il n'y a rien de thérapeutique. On ne peut pas guérir quelqu'un qui est mal dans sa tête, qui est malade. Ça, c'est plus le travail des psychologues et des psychiatres. C'est tout simplement une boîte à outils de techniques pédagogiques. Les tops sont des moyens pédagogiques. Retenez bien ce terme. Il n'y a rien de thérapeutique. C'est que de la pédagogie. C'est pour ça que ça a été validé d'ailleurs par les forces armées. Utilisable de façon autonome, c'est bien le but, et automatique, c'est-à-dire sans avoir à y réfléchir. C'est ça qui est important. De manière automatique, c'est-à-dire un peu comme vous conduisez. Au début, vous apprenez la conduite accompagnée ou autre. Au début, vous réfléchissez, et puis après, ça devient automatique. Vous n'avez plus besoin d'y réfléchir. Ce sont des mouvements enchaînés dans le cerveau, et vous pouvez faire autre chose et vous concentrer sur autre chose, permettant de s'adapter de la meilleure manière possible aux contraintes contextuelles. Pardon. Faut que vous sortiez là. Faut que vous sortiez, vous fermiez la porte. Excusez-moi.
C'est une blague. Vous faites du bruit avec tes amis. Prenez vos sacs, les filles. Désolé pour les bruits. Ah, je reviens. Hop. Pourquoi faire? Dans quel but? Quels sont les objectifs des TOP? Les objectifs des TOP sont récupération en bas à gauche, dynamisation pour développer également les apprentissages, pour gérer son stress et pour développer la force du groupe. Alors, vous pouvez lire tout en haut. Si vous êtes volontaire, c'est pour ça que les TOP, on ne peut pas obliger. Ça, c'est sûr que non. Si vous êtes responsable, c'est-à-dire responsable dans votre corps et dans votre tête, si vous êtes libre de pratiquer et si vous avez un objectif, eh bien oui, avec de la formation, c'est-à-dire moi, je me charge de cette formation, avec de l'entraînement, ce que je vous demanderai à faire entre les séances et puis après, eh bien, cette mise en application que vous pourrez faire, vous deviendrez, et je l'espère, autonome grâce à une automatisation et une opérationnalisation, c'est-à-dire vous rendrez ces techniques efficaces dans votre quotidien pour améliorer, donc de manière récupération, c'est-à-dire la récupération physique, mentale et la qualité du sommeil. Tout ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé, c'est vraiment vrai. La dynamisation physique et psychologique, vous deviendrez plus positive et plus positif, vous augmenterez votre motivation et vous serez également plus concentré avec une mémorisation améliorée, puisque vous serez plus concentré. Vous augmenterez vos aptitudes cognitives, c'est-à-dire vos aptitudes d'apprentissage. Vous augmenterez votre confiance en vous, vous serez plus responsable et vous apprendrez à vous préparer à des épreuves sportives, intellectuelles ou autres. En gérant le stress, vous arriverez à mieux vous adapter, à certainement vous aider dans la décision. Peut-être que vous avez des exemples en vous disant, bah, effectivement, à des moments, j'ai eu du mal à prendre la décision parce que je n'avais pas confiance. Pas confiance peut-être en moi ou pas confiance en mes arguments. Et bien justement, comme vous allez développer tout le reste, bien vous arriverez à mieux prendre des décisions et à gérer les temps d'action et de repos. Parce que c'est pas l'objectif, évidemment, c'est de ne pas être tout le temps dans l'action et tout le temps être à 100%. Il faut parfois avoir ces temps de repos et de récupération dans la journée. Et par conséquence, en fait, et justement en faisant ces techniques TOP qui sont maintenant enseignées aussi dans les entreprises, eh bien, en faisant des techniques TOP à un même groupe, on augmente, et c'est bizarre, mais on augmente la communication et la cohésion parce qu'on fait des exercices ensemble. Les notions importantes sur le stress, je vais passer la main à Madame Nathalie Deveau. Bonjour. Mince, Donc, tu es ma souris? Oui. D'accord, alors j'accepte. Donc, tu peux changer de slide. Donc, il nous a semblé important avec Jérémy de faire un point sur le stress parce qu'on entend beaucoup de choses. Alors déjà, la souris est un peu rapide. Le stress, on dit que c'est la maladie des temps modernes. C'est un enjeu de santé publique depuis 2007 car elle coûte très cher à l'État suite aux conséquences d'arrêt maladie, dépression, etc., maladie professionnelle. Mais encore plus dans ces temps de Covid, on a une augmentation du stress généré par la période qui est anxiogène et qui est une thématique, je dirais, assez prépondérante et entretenue par l'état actuel des médias. Mais depuis, je dirais, hyper longtemps, on s'est aperçu qu'en fait, le stress faisait partie de la vie. C'est la vie. Et Hans Selye, qui est un grand spécialiste du début des années 60, a travaillé sur le concept du stress et notamment chez les animaux. Il avait mis des animaux en situation de stress et le stress était entraîné par un manque alimentaire. Et il s'est aperçu qu'en restreignant l'alimentation chez des animaux, ils sécrétaient tous les mêmes hormones, il y avait les mêmes conséquences au niveau de leur organisme. Et donc, suite à ces études, il a extrapolé, je dirais, de l'animal vers l'homme et on s'est aperçu finalement que le stress, c'est une réaction qui est normale
de notre organisme pour adapter son organisme aux menaces et aux contraintes de notre environnement. Tu peux changer. Il y a une troisième définition qui est importante. Tu peux changer, Jérémy. C'est la définition du stress professionnel. Et là, on a une définition de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé du travail qui dit qu'en fait, un état de stress, c'est un déséquilibre entre la perception de nos capacités et la perception des attentes, des exigences que l'on subit de son travail. Ça va être la perception des ressources. Qu'est-ce que je suis capable de faire face à mon chef qui me demande d'aller plus vite et qui me demande d'être le meilleur possible? Est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je suis capable de gérer dans le temps imparti? Est-ce que je suis suffisamment opérationnelle et professionnelle? Donc, les ressources rentrent en jeu et c'est surtout la perception de ces ressources. Et ça, vous allez voir que c'est intéressant parce que pour une même situation, une personne va gérer la situation de façon tout à fait calme et détendue. Elle va être assez pragmatique, assez organisée, en disant, bah voilà, on me demande de rendre mon travail dans tel délai. Bon, bah, je vais faire ça, 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 et ça va aller. Et puis, dans la même situation, une personne B va, elle, perdre ses moyens, va être dans un état de stress très important, car elle n'est pas en capacité de fournir peut-être l'effort qu'on lui demande, ou alors elle pense qu'elle n'en est pas capable. Donc ça, c'est très, très important parce que le stress est vraiment dépendant de la perception de chaque personne. Tu peux avancer. Donc le stress de Hans Selye, en 1936, c'est le syndrome général d'adaptation. Il y a 3 phases. Une première phase, c'est l'alarme. Vous avez tous vécu, comme disait Jérémy tout à l'heure, vous traversez, vous vous faites frôler le pantalon par une voiture qui ne s'est pas arrêtée au feu rouge. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez le cœur qui s'accélère, vous êtes tremblant, vous avez chaud, vous êtes pris, vous avez une montée d'adrénaline qui fait que tous vos sens sont en alerte. Ça, c'est l'alarme. Et puis, si le stress continue, au bout de 48 heures, on parle de phase de résistance. Et il va y avoir d'autres mécanismes qui vont se mettre en route pour permettre à la personne de continuer à faire face aux événements qui peuvent être stressants. Et si on tire de trop sur la corde, si ça dure longtemps, on peut aller jusqu'à l'épuisement. Et là, certaines pathologies ou certains dérèglements organiques peuvent se produire. Et le stress agit toujours dans ces 3 phases. Alors, soit on stoppe avec certaines techniques, il y a la phase d'alarme, et puis on règle le problème, on se détend, on envoie une information au cerveau différente qui fait qu'il calme le jeu, il calme la sécrétion de certaines hormones, et tout rentre dans l'ordre. Et finalement, il y a eu une alarme, mais qui n'a pas eu de conséquences. Si par contre, on ne fait rien, ou qu'on n'arrive pas à gérer la situation qui nous impacte, on va rentrer dans cette résistance. Et si ça dure, on va jusqu'à l'épuisement. Donc, tu peux changer. Alors, les réactions physiologiques, phase d'alarme, comme je disais, augmentation du rythme cardiaque, respiration, on a chaud, on peut avoir une boule au ventre, on peut avoir la parole coupée, on peut avoir mal au ventre, on peut avoir une boule au niveau de la gorge ou de l'estomac. En fait, c'est lié surtout à une augmentation d'une hormone qui est l'adrénaline et qui est sécrétée par le cerveau suite à une information. Donc, il y a une information qui arrive, le cerveau en réponse fait sécréter une augmentation, enfin une hyper sécrétion d'adrénaline. Et le but, c'est quoi? Ça va être l'instinct de survie. Et donc, de mettre tous nos sens en éveil, de nous permettre de fuir. Et le stress est un réflexe primaire. C'est-à-dire que face à un danger, l'organisme est programmé pour la fuite.
Et l'augmentation d'adrénaline permet la mise en éveil de tous nos sens, des contractions musculaires qui sont possibles et optimisées par une fréquence cardiaque qui augmente, par une respiration qui augmente, donc l'oxygénation des cellules augmente également. Et tout est fait dans un but de fuite. Tu peux changer. Quand ça dure, ces symptômes, je dirais, et ces éléments diminuent progressivement et il y a une libération d'une autre hormone qui est la libération du cortisol. Et d'ailleurs, c'est lui qu'on teste quand on va en consultation pour des problèmes de stress. On dose le cortisol salivaire pour savoir quel est le taux de cortisol dans l'organisme afin de connaître l'état de stress et surtout la période de stress et la période de chronique, on va dire, de stress chronique. Et ce cortisol est là pour pouvoir utiliser les réserves d'énergie. Il y a une chose importante, c'est qu'il y a une mise en jeu, alors c'est un grand mot, du système limbique, c'est une partie du cerveau, qui fait qu'on mémorise des expériences passées. Et bien souvent, on a ce qu'on appelle des émotions élastiques, c'est-à-dire qu'on prend par exemple une petite fille a eu peur étant petite, elle s'est fait attaquer par des oies, elle s'est fait mordre, elle s'est vraiment réellement fait mal, elle s'est fait faire mal par les oies. 40 ans plus tard, elle rentre dans un parc et il y a des oies qui n'attaquent pas et elle va en avoir peur. Elle va même aller jusqu'à une peur panique. Ça, c'est la mémorisation des expériences passées. Et bien souvent, quand quand on fait parler des gens qui ont des problèmes de stress et de gestion du stress notamment, ils nous disent « Ah bah ça fait toujours ça. De toute façon, à chaque fois que je fais ça, j'ai du stress ou je n'arrive pas à dormir ou je ne vais pas bien parce que de toute façon, c'est toujours la même chose. » Et quelque part, on recrée ce que l'on a vécu. Et là, il y a des techniques justement d'imagerie et de mentalisation positive pour arriver à défaire ce pulse qui amène toujours aux mêmes conséquences. Enfin, quand il y a un stress qui perdure, l'organisme va privilégier la fuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais ça va être au détriment d'autres fonctions organiques, notamment système immunitaire, notamment système digestif, sommeil. Et là, on commence à pointer du doigt les conséquences physiologiques d'un stress qui dure. Tu peux changer. Jérémy, tu peux changer. Est-ce que tu peux passer la slide? Voilà. Mais le stress n'est pas forcément négatif. Donc là, j'ai pris une image de Tintin. C'est ce qu'on parle de stress. On parle de stress positif. Et ça nous est tous arrivé. On a eu une situation où le stress nous a permis d'être efficaces et de réaliser des choses qu'on ne pensait pas arriver. Et vous avez tous vu des sportifs, alors des basketteurs ou des footballeurs, qui marquent le but de leur vie. Et quand on les interroge en leur disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Ben, je ne sais pas. J'étais dans les meilleures conditions possibles et je l'ai fait. Et ça, ce stress utile est très, très intéressant à mettre en œuvre et à utiliser, à connaître, car ça vous laisse présager, je dirais, des compétences dont vous ne soupçonnez pas l'existence. Et on a un renforcement de la confiance en soi, un renforcement de la prise de conscience de vos capacités. Tu peux changer, Jérémy. Pour ça, qu'est-ce que c'est? Il faut arriver à un stress optimal, à un niveau de stress optimal. C'est ce qu'on appelle le flow. Et la zone de flow, c'est pour ça que Jérémy parlait de régulation, soit il faut dynamiser ou au contraire, il faut diminuer, mais pour arriver à une zone optimale. On n'a pas tous
la même zone de stress optimale. C'est-à-dire que le flow est vraiment individuel. Mais c'est un état de conscience où on est mais au plus efficace, où toutes nos capacités, tous nos sens sont en éveil et plus rien n'est impossible. Alors, s'il n'y a pas assez de stress, on est dans l'ennui. Et c'est là qu'il va falloir se dynamiser pour atteindre cette zone de performance. Si par contre, on a trop de stress, on peut aller jusqu'à la fatigue, l'épuisement, l'énervement, mais vous savez bien que quand on est pris par un pic de stress qui nous submerge, si on n'arrive pas à le canaliser et à le gérer, on n'est plus dans des capacités optimales. Au contraire, nos capacités vont diminuer. Donc, pour avoir des performances, une efficacité, un bien-être, un équilibre, il faut essayer de rester dans cette zone optimale qui est la zone de flow. Et c'est là que les techniques de top prennent toute leur importance. La suivante. Moi, je compare un bonhomme à une bouteille. Et je dis que les facteurs de stress, parce qu'on a plein de facteurs de stress. Alors, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être la voiture qui tombe en panne le matin, ça peut être le réveil qui ne sonne pas alors qu'on doit se réveiller, ça peut être la voisine qui vient nous embêter à 20h le soir alors qu'on est en train de préparer le repas, ça peut être peu importe. Ça peut être plein de choses. Et progressivement, la bouteille de stress va se remplir. C'est ce qu'on appelle la capacité maximale d'absorption. Donc, on a parlé de flow, on a donc un niveau optimal. Mais par contre, si on rajoute des stresseurs, si on rajoute des événements sans vider régulièrement cette bouteille, eh bien, elle va déborder. Et là, vont apparaître des problèmes. Alors, comment est-ce qu'on gère les facteurs de stress? On peut changer, Jérémy. Déjà, il faut les classer. Il faut se poser la question de, voilà, je me dis stressée, alors quel est le niveau sur une échelle, mettons, de 1 à 10? Est-ce que je suis plutôt à 1? Donc, ça veut dire que finalement, je suis peut-être dans l'ennui, hein, c'est peut-être pas un niveau qui me convient. Ou alors, est-ce que je suis à 10 et là, je suis au taquet et je sais que ça m'épuise? Ou est-ce que je suis à 6 mais je me sens bien? Donc, tant que je reste à 6, c'est mon flow et je le gère bien. Ça me donne une envie d'agir. Ça me donne, je dirais, une stimulation et je me porte plutôt bien. Je dors bien. Je reste à 6. Mon but, ce n'est pas de descendre en dessous, mais je vais essayer de rester à 6. Et quand je connais à peu près mon niveau de stress, je vais essayer de classer les stresseurs. Donc, je vais me poser la question, mais qu'est-ce qui me stresse? Et surtout, les classer en 2 catégories. Quels sont les stresseurs sur lesquels je peux agir? Par exemple, vous êtes stressé parce que le matin, vous courez toujours pour arriver au travail. Et vous arrivez en retard régulièrement. Et ça vous met dans un état de stress dès 7 heures le matin qui est intolérable. Eh bien, là-dessus, vous pouvez agir. Vous pouvez, par exemple, en plan d'action, vous dire, voilà, bon, je suis fatiguée en ce moment, mais si je me lève une demi-heure plus tôt ou un quart d'heure plus tôt, je vais peut-être arriver à prendre le train d'avant et je vais arriver à l'heure sans courir. Ou je vais m'organiser différemment. Je vais demander à mon mari d'emmener mes enfants à l'école, mettons, 2 jours par semaine. Et ces deux jours-là, ça va me permettre de ne pas courir. Par contre, il y a des choses qui sont hors impact. Vous avez par exemple quelqu'un que vous ne supportez pas et que vous devez subir. Vous avez quelqu'un au niveau professionnel qui, dès que vous le voyez, vous prend le chou, vous énerve, commence à vous parler mal, etc. Et quoi faire? Alors, oui, on peut discuter avec la personne, mais on ne va pas la refaire. Par contre, on va pouvoir déployer des actions, ce qu'on appelle des actions confort pour se protéger. Et ça, vous allez les rencontrer dans la boîte à outils top, parce que les actions confort, ça va être quoi? Moi, si j'ai mon dado qui vient me prendre la tête d'un coup, qui vient me chahuter parce que il a envie. Aujourd'hui, voilà, il a envie, il est rentré, il a envie de me chahuter.
je vais me recevoir toute sa décharge de mauvaise humeur. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai soit deux situations. Je hurle et je lui mets une claque. Et là, bon, je ne sais pas si le problème est résolu, mais comme je lui dis toujours, enfin comme je leur dis toujours à mes deux grands, je leur dis, bah, soit j'ai ma technique de coach, soit j'ai mon autre technique de parent de base, et ça va être beaucoup plus rapide et peut-être beaucoup plus franc. Mais le résultat n'est pas forcément le même. Les actions confort, ça va être quoi? Ça va être de prendre toute son animosité du moment. Et puis, une fois qu'il est parti, bah, je vais m'isoler. Et puis, bah, je vais travailler sur de la cohérence cardiaque ou de la respiration pour envoyer une information à mon cerveau comme quoi le facteur de stress est parti, qu'il n'y a plus de raison de s'emballer et retour au calme. Et là, on peut se permettre de gérer et de recevoir ponctuellement du stress, mais que ça ne nous mette pas en péril. Donc ça va être une chose à faire, c'est déjà d'identifier les stresseurs et de pouvoir après développer en regard soit un plan d'action pour résoudre, soit des actions confort pour diminuer l'impact de la situation. Tu peux changer? Et quand le stress dure, ce n'est pas forcément lié à l'intensité du stress. Vous voyez sur la droite qu'en fait, j'ai mis une intensité faible qui va sur la flèche de gauche, une intensité forte qui va sur la flèche de droite, mais c'est surtout la fréquence aussi. C'est-à-dire que vous pouvez être très, très embêté par des petits stresseurs chroniques mineurs. Ça veut dire que quand tous les matins ou tous les jours, vous avez une quinzaine de facteurs de stress qui se déclenchent, eh bien, vous allez monter en stress et ça va durer et ça peut vous épuiser. Et inversement, vous pouvez avoir un événement de vie qui est très stressant avec une intensité forte, mais qui ne dure pas et qui n'aura pas forcément les mêmes conséquences. Donc, les gens nous disent souvent « Ah, mais c'est normal, j'ai un problème pathologique parce que j'ai eu un décès, j'ai eu un divorce, j'ai eu… » Mais la somme de petits stress chroniques mineurs peut également entraîner des problèmes physiologiques. Donc, ils ne sont pas traités par le mépris. Et que vous le voyez sur la gauche, eh bien, on va parler de palpitations, de contractures, de maux de ventre, de migraines, de tendinite, d'hypertension, une baisse de l'immunité avec des pathologies, vous êtes toujours enrhumé ou propice à choper tout ce qui traîne. Et nous, en tant que thérapeute, en tant que kinésithérapeute, on s'aperçoit que beaucoup de gens nous sont envoyés pour des problèmes de tendinite ou des problèmes de blocage ou de contracture. Et on a beau s'acharner, les signes ne changent pas. Et en fait, si on ne s'attaque pas à cette problématique d'état tensionnel, du stress, on ne résoudra pas le problème mécanique car l'origine est uniquement d'origine de stress. Donc, c'est très, très important de s'écouter, d'écouter son corps. Et si vous vous sentez avec un niveau de stress qui est trop élevé pour vous et qu'en plus, vous commencez à ressentir des maux de ventre, des maux de tête, des contractures, eh bien, il est peut-être le moment de faire quelque chose. Il est peut-être le moment de prendre votre corps en main et de donner certaines informations à votre cerveau pour que le phénomène ne s'intensifie pas et ne perdure pas surtout. Tu peux changer, Jérémy, et ça va être à toi. Je réactive le son. Donc, les techniques top et leur champ d'application. Mon ordi bug quand je passe les diapos. Ok, c'est bon. Donc, on va revoir un petit peu le schéma que Nathalie vous a décrit un instant sous une autre forme. Comment gérer son stress? Tout simplement, comment apprendre à gérer ses ressources pour être dans un niveau optimal de performance, qu'on peut appeler aussi la zone de flow ou qu'on peut appeler aussi la zone optimale d'activation, la ZOA. Donc, vous l'appelez comme vous voulez et gardez bien en tête ce niveau qui est donc en fonction de l'intensité du stress et puis de la fréquence, comme l'a dit Nathalie. Donc, si vous êtes en zone d'hyperstress, eh bien voilà, on va commencer à parler des techniques. Il existe des techniques. Alors, la boîte à outils top, c'est-à-dire les techniques d'optimisation du potentiel, il existe une petite vingtaine de techniques, je crois que c'est 18 exactement. Et ces techniques, en fonction des états du niveau de stress, eh bien, vous allez appliquer telle ou telle technique. Alors, quand vous êtes en hyperstress,
Je vais vous parler de techniques juste pour que vous ayez un petit peu les mots et je vous dirai les techniques que j'ai choisies pour vous enseigner sur le cadre des 6 séances. En hyperstress, eh bien, il y a les techniques des respirations relaxantes. Il y a également les techniques de relaxation. Alors, RMD signifie relaxation musculaire directe, RMI, relaxation musculaire indirecte, TA, c'est le training autogène, pour ceux qui connaissent le training autogène de Schulz. Le RPA, c'est relaxation paradoxale, qui marche très bien, que j'aime beaucoup. Relaxation posturale, RPO. Et R3P, c'est relaxation psychophysiologique personnalisée. Donc, vous avez vu, il y a pas mal de techniques de relaxation. Il y a également l'image de détente, qui est une technique pour justement faire descendre le stress, le niveau de stress. Quand vous êtes dans la zone optimale d'activation, donc de performance, donc la zone de flow, eh bien, vous êtes en zone de maîtrise de la situation. Et pour rester dans cette zone, eh bien, vous avez différentes techniques possibles, notamment la respiration contrôlée, le signe d'ajustement réflexe, un petit peu. Alors, j'essaie de prendre des exemples concrets. Quand on entendait Chirac à la télé, qui était un peu stressé, il faisait ce geste « écoutez ». Et en fait, ce signe-là, c'est tout simplement un signe d'ajustement réflexe. Alors, soit il l'a trouvé avec quelqu'un, soit c'est une manière de se calmer pour rester dans la zone de contrôle et pas partir dans la colère devant des centaines et des centaines de personnes. Vous avez également, alors RP, c'est le renforcement positif, j'avais un doute, renforcement positif qu'on fera, qui est très bien. La PAM, c'est la préactivation mentale, donc comment se préparer avant une action, juste avant une action. Donc là, on n'est pas en état de détente, on est en état juste avant l'action. Par exemple, vous allez vous apprêter à parler devant le public, vous avez 1 minute, et bien là, il faut tout de suite faire quelques petites choses dans votre tête pour pouvoir rester dans cette zone de confort et optimale. Et vous avez le RNA, c'est-à-dire la régulation du niveau d'activité. Et enfin, vous avez les techniques qui vont vous permettre de sortir de cette zone d'hypostress pour revenir dans la zone de flow, la zone jaune. Eh bien, c'est les respirations dynamisantes, donc le contraire de là-haut. Vous avez la dynamisation psychophysiologique, la DPP. Vous avez la PMR, la programmation mentale de la réussite. C'est comment se fixer un objectif. Vous avez la PAM, la préactivation mentale, qui sert aussi quand on est en zone d'hypostress. Et vous avez la répétition mentale, la RM, qui est faite par exemple pendant un échauffement pour un sportif qui va fermer les yeux et répéter son mouvement dans sa tête le plus parfaitement possible pour être vraiment un peu plus acteur de son action justement et d'être meilleur dans son lancer ou dans sa course d'athlétisme par exemple. Et vous avez également l'imagerie mentale dynamisante. Eh bien, si on les compte, je crois qu'il y en a 18, eh bien, vous avez l'ensemble des techniques qui permettent, en fonction de l'état dans lequel vous êtes au niveau stress, eh bien, de vous réactiver et de vous remettre dans la bonne zone jaune. Donc, en haut, vous avez tout ce qui est technique de relaxation. Au milieu, vous avez les techniques de régulation. Et tout en bas, vous avez les techniques de dynamisation. Alors, je vous ai parlé au niveau sémantique de 18 techniques. Eh bien, moi, tout simplement, je vous propose, en accord avec le GDOS, et on va en parler tout à l'heure, en fonction des salles que nous aurons, eh bien, je vous propose l'enseignement de 6 techniques dans le but de vous recentrer, ça c'est très important, de vous retrouver, d'être en harmonie avec vous-même, et dans le but aussi d'atteindre un objectif. Si vous n'avez pas d'objectif, il va falloir que vous en trouviez rapidement un ou que je vous aide à en trouver un. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous allez peut-être avancer dans le flou et puis vous direz bah, j'ai suivi ces 6 séances, mais ça n'a pas marché sur moi. Mais tout simplement, ça n'aura pas marché sur vous parce que peut-être que vous n'aviez pas d'objectif. Donc, il faut vraiment se sentir responsable, être motivé et puis avoir un objectif. Ce sont vraiment les conditions indispensables pour pouvoir avancer dans les tops. Pour se créer tout simplement alors, hop, je vais essayer d'enlever ça. Cette boîte à outils que vous voyez en bas et qu'on va agrémenter avec les respirations contrôlées. Je vais vous les décrire après. Qu'on va mettre dans la boîte à outils. Un petit peu comme si je vous disais, bah, pour être le bricoleur du dimanche, bah, il faut quand même un marteau, un tournevis plat, un tournevis cruciforme, des clous, 1 mètre, etc. Bah, c'est un petit peu ça. Au lieu d'avoir les 18 techniques, moi, je vous propose de vous enseigner 6 techniques. Donc, les respirations contrôlées d'une part, les techniques de relaxation. Je ferai un petit combo, un petit mélange de relaxation. Ensuite, on fera, et ça sera dans l'ordre, l'image de détente qu'on mettra dans notre boîte à outils. Le renforcement positif,
tout ça, je vais vous l'expliquer. La programmation mentale de la réussite, que j'aime beaucoup. J'ai toujours mes préférences, forcément. Et la dynamisation psychophysiologique. Alors, ces 6 techniques, je vais vous les expliquer brièvement. Les techniques de respiration, nous verrons, et pour ceux qui l'ont déjà vu à Chanteloup, tant mieux pour vous, ça va être un petit rappel. Il y a deux types de respiration. La respiration abdominale, j'inspire, vous pouvez le faire en même temps. Je vais essayer de prendre 3 minutes pour expliquer tout ça. Technique de respiration, j'inspire, je gonfle le ventre, je souffle, je rentre le ventre. Donc, si je ne fais que ça, ça s'appelle une respiration abdominale ou ventrale. Ensuite, vous avez l'autre type de respiration qui est ventre, thorax, épaule. C'est-à-dire, j'inspire, je gonfle le ventre, puis le thorax, puis je soulève les épaules et je les emmène vers l'arrière. Donc, ça fait ventre, thorax, épaule. Et je souffle en relâchant les épaules, le thorax, puis le ventre. Parmi ces 2 types de respiration, eh bien, on peut décliner les techniques de respiration qui sont la respiration pendulaire, c'est-à-dire j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Avec un certain temps, il y aura 3 comptes, ou 3 temps, ou 4 temps, ou 5 temps, on verra. Vous avez également la respiration en carré. J'inspire, par exemple, en 3 ou 4 secondes. Je retiens ma respiration en 3 ou 4 secondes. Je souffle en 3 ou 4 secondes. Et je retiens ma respiration en 3 ou 4 secondes. Un carré, 4 côtés égaux. Donc, je choisis 3 ou 4 ou 5 secondes. J'inspire, j'inspire, j'inspire par le nez. Je retiens ma respiration. Je souffle, je souffle, je souffle. Je retiens ma respiration. On continue les formes géométriques. La respiration en triangle. J'inspire, je souffle et je retiens ma respiration. Poumon vide. J'inspire, je souffle. On le fera pendant l'enseignement, mais là, on ne va pas le faire forcément. Et je retiens ma respiration. La respiration en triangle inversé, c'est-à-dire j'inspire, je retiens ma respiration, poumon plein, et je souffle. Et je recommence. J'inspire, je retiens la respiration et je souffle. Ensuite, on a la respiration en rectangle, le rectangle que j'appellerais rectangle debout. J'inspire par exemple en 5, 6 ou 7 temps, je prends le temps. Je retiens ma respiration un court instant, 1, 2 ou 3 secondes, et je souffle en 5, 6 ou 7 secondes. Et de nouveau, je retiens ma respiration en 1, 2 ou 3 temps. Ainsi, j'ai la respiration rectangle. Et bien, pour toutes ces techniques qui sont la respiration pendulaire, le carré, le triangle inversé ou le rectangle, eh bien, on peut le faire soit en uniquement respiration abdominale, soit en respiration ventre, thorax, épaule, épaule, thorax, ventre. Et en fonction du temps, eh bien, du temps d'inspiration et d'expiration, pas le temps extérieur évidemment, en fonction du temps d'inspiration et d'expiration, eh bien, on parlera de techniques de respiration relaxante ou dynamisante. Par exemple, si j'inspire en 5 secondes et que je souffle en 2 secondes et que je recommence, j'ai un temps d'inspiration qui est plus long et un temps d'expiration qui est donc plus court. Et bien là, on parle de respiration dynamisante. Vous pouvez l'essayer, peut-être, vous allez le voir. Vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez. J'inspire, 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 j'inspire. J'inspire, 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 j'inspire. Et bien, ce genre de technique où le temps d'expiration est plus court, eh bien, on est dans la dynamisation. Et inversement, si j'inspire en, par exemple, 3 ou 4 secondes et que je souffle en 5, 6 ou 7 secondes davantage, j'ai mon temps d'expiration qui est plus long. Et là, forcément, et ça c'est physiologique, on n'y peut rien, eh bien, on arrive à se relaxer grâce à ces techniques de respiration. Voilà pour les respirations contrôlées que je vous proposerai de vous enseigner pour qu'après vous puissiez vous les approprier. Ça, c'est vraiment très important, c'est la base et c'est ce que je trouve de plus efficace parce que c'est à 3/4 du temps physiologique. Donc, en fait, qu'on soit motivé, pas motivé, objectif, pas objectif, eh bien, les respirations fonctionnent chez tout le monde parce que c'est physiologique. Technique de relaxation, il y en a plusieurs, vous l'avez vu tout à l'heure, et je vous ferai un petit combo entre le training autogène de Schulz, mais sans le côté cardiaque que certains peut-être connaissent. Et on travaillera sur la lourdeur, la légèreté, la chaleur et légèrement la fraîcheur. Donc ça, c'est le training autogène que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup pratiqué. On travaillera également dans cette relaxation de tout le corps sur la relaxation paradoxale qui fonctionne très bien chez les réfractaires, chez les gens qui ont du pouvoir, chez les gens qui ont du charisme et qui ont du mal à lâcher prise. Eh bien, cette relaxation paradoxale est très bien. Alors, je ne peux pas vous dévoiler toutes les clés, mais on y arrive très bien. Relaxation paradoxale, c'est en gros
qu'on veuille ou non, on se relaxe. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc, c'est un peu de la manipulation, mais c'est de la manipulation positive. C'est pour ça que ça a été validé par les forces armées, je vous le rappelle. Il n'y a rien de malsain. Ensuite, il y a la sophronisation de base, donc c'est le côté détente musculaire articulaire sur lequel on travaillera. Et en fait, en faisant une séance avec une petite explication théorique et une explication évidemment pratique et un débriefing, vous arriverez à comprendre ces 3 types de relaxation que je mettrai dans une même séance. L'objectif, évidemment, vous l'avez compris, c'est de vous détendre, de vous récupérer et d'apprendre à gérer votre stress. L'image de détente, elle, la 3e technique, je l'aime beaucoup évidemment. Sous les 6, je les aime beaucoup sur les 18. L'image de détente, elle va faire appel au VACOG. Alors, qu'est-ce que c'est que cet anagramme? Le VACOG, c'est tout simplement V comme visuel, A comme auditif, K comme kinesthésique, O comme olfactif et G comme gustatif. Eh bien, en fait, on va travailler sur les sens et je vais vous suggérer des choses. Alors, on l'a fait à Chanteloup vendredi dernier, en très bref, mais on l'a fait, où justement, je m'amuserai à vous demander à chacun ce qui vous parle pour justement vous faire une séance en live qu'on fera évidemment donc ensemble, qui sera personnalisée tout de suite. D'accord? Et je vous expliquerai les principes pour après rechercher encore des éléments. Ensuite, la technique en jaune, le renforcement positif, eh bien, c'est tout simplement en état de détente, une séance après une induction de respiration, de relaxation. C'est pour ça qu'on doit voir les respirations et la relaxation avant. Eh bien, quand on arrivera à faire ce genre de technique, on arrivera donc à faire descendre le niveau de conscience et d'éveil. On va frôler entre la zone d'éveil et la zone de sommeil, où justement là, tous vos sens seront développés. Et on ira chercher dans votre tête, vous irez chercher, ce n'est pas moi, c'est vous qui allez le faire. Moi, je vais vous suggérer, je vais vous donner des mots, du vocabulaire particulier, pour aller chercher une réussite antérieure, un événement positif que vous avez réalisé et qui vous a rendu fier de vous. Et ça, on va essayer de le travailler, de le répéter, de le réexpliquer, de le redétailler dans toutes les émotions que vous avez pu ressentir pour aller essayer de gratter un petit peu, aller chercher un petit peu cette belle pierre en or que vous aviez fabriquée et qu'il va falloir regarder un peu plus souvent pour retrouver confiance en vous. C'est un peu l'objectif de cette technique. L'avant-dernière technique que nous verrons, c'est la programmation mentale de la réussite. Eh bien, en état de détente, après des respirations contrôlées, après de la relaxation, eh bien, on ira chercher un objectif. Alors, il y a 2 façons de faire. Ça pourrait être tout simplement un objectif que vous serez fixé avant, en état de conscience, comme aujourd'hui, si je vous dis quel serait votre objectif. Donc, peut-être que vous l'avez déjà, mais on va en parler, parce qu'il faut absolument que l'objectif, pour ceux qui avaient assisté au webinaire précédent, il faut absolument que l'objectif soit réalisable, intéressant, simple et concret. Donc ça, on va en parler. C'est pour ça qu'on sera un petit groupe. Chacun prendra la parole brièvement et moi, j'essaierai de réadapter votre objectif. Et puis, en état de conscience modifié, où là, après les respirations et la relaxation, on ira chercher l'objectif et vous verrez que peut-être parmi vous, il y en a qui trouveront un nouvel objectif qui arrivera comme ça. Et il viendra, vous le prendrez. Et puis peut-être que ce sera l'objectif que vous aurez déjà conscientisé avant. Donc, on va travailler là-dessus. Et puis après, on reviendra au présent, entre guillemets. Tout ça, ça sera dans la tête, hein, évidemment. On reviendra au présent et on essaiera de lister toutes les étapes intermédiaires et indispensables pour arriver à l'objectif final, un petit peu comme vous voyez sur le dessin du petit bonhomme qui a monté ses marches. Il aurait dû justement créer plutôt 6 marches vertes que plutôt 4 marches vertes et être trop précipité pour arriver à l'objectif, au risque de tomber. Donc, on essaiera d'installer un petit peu toutes les étapes nécessaires pour arriver à l'objectif final, à réussir à l'objectif final. Donc, ça, dans la PMR, hein, ça intervient dans la gestion du stress, dans la motivation, dans la confiance en soi. Et c'est vraiment intéressant de faire ce genre de technique qui est faite normalement, qui est faite, on va dire, entre 4 et 8 semaines minimum avant la volonté d'atteindre l'objectif. Et enfin, la dernière technique, ça va faire un petit peu taire les menteurs ou les gens qui ne connaissent pas, dans le sens où les tops, ce ne sont pas que des techniques de relaxation. Il y a de la respiration, il y a de la relaxation, il y a de l'imagerie mentale, vous venez de le voir, il n'y a pas que ça. Et il y a sont également des techniques de dynamisation qui vont être faites soit avant un échauffement sportif, soit après, soit à la place. C'est-à-dire qu'un sportif de natation de haut niveau peut par exemple faire sa DPP dans son vestiaire avec son entraîneur, aller s'échauffer en bassin et puis être prêt pour le départ de sa course ou tout simplement avoir fait son échauffement de 10, 15, 20 ou 30 minutes. Il ressort de l'eau, il a un quart d'heure d'attente. Il va faire cette technique de DPP pour rester chaud, mais rester chaud physiquement et mentalement, prêt à partir à 100% dès le début et pas à partir au ralenti.
Voilà un petit peu les 6 techniques que j'ai envie de vous proposer. Je suis déjà tout impatient et excité de vous les proposer. J'aurai également l'occasion et la chance de le faire pour les étudiants de l'école polytechnique. Donc, c'est un beau programme. Et alors, je vous vends ça, mais si je ne le vends pas, je vous fais cette promotion, mais sachez que vous êtes, et je l'ai dit à Nathalie, vous êtes très chanceux. C'est un petit peu comme si je vous disais, moi, je vous propose tous les samedis matins d'aller faire un tour en Ferrari, en Lamborghini, en Porsche, des voitures que vous n'aurez peut-être jamais l'occasion de conduire. Eh bien, 6 techniques, c'est 6 belles voitures que je vous propose d'aller conduire. Après, si vous me dites, bah, j'ai pas le temps ou j'ai les courses à faire, moi, je vous invite tout simplement peut-être à décaler le temps de faire les courses, de les faire un autre jour et de ne pas rater cette occasion-là, parce que cette occasion-là, c'est une occasion des techniques qui ont été faites et proposées aux pilotes de la patrouille de France. Vous imaginez, les pilotes de chasse, après dans les forces armées, les athlètes de haut niveau, beaucoup font du travail mental avec des préparateurs mentaux. Et moi, je vous propose ça avec le CDOS pour pas grand-chose et ça sera une belle expérience. Et en tout cas, je vous garantis que vous n'avez rien à perdre et que vous allez peut-être même vous surprendre. Donc, je vous propose de venir avec nous dans ce beau projet. J'avais oublié la petite flèche. Et je vous remercie et je repasse la parole à Nathalie. Hop. Merci Jérémy pour cette superbe présentation. Merci. En effet, en fait, on a réfléchi au comité départemental olympique et sportif à faire ces ateliers parce que on a l'opportunité d'avoir Jérémy auprès de nous et on est surtout, je pense, dans une période où il y en a assez d'entendre que du négatif, que de la tension, que de la peur. Vous allez mourir et vous allez... Il y en a assez. Et je pense que là, vous avez la capacité et la possibilité d'agir et d'être acteur plutôt que d'être dans cette situation depuis un an, de subir ce qui nous arrive. Et voilà. Donc le GDO, c'était, enfin, Léon, tu prendras la parole hein, parce que c'est Oui. plus. Mais on veut vraiment vous mettre, je dirais, enfin, vous rendre possible ces expériences. Et moi, en tant que coach en gestion du stress, je sais l'impact que ça peut avoir et surtout les changements durables que ça peut faire. Et quand on revoit les gens des mois ou des années après, bah, ils vivent peut-être différemment et avec d'autres réflexes. Donc, il n'est jamais trop tard. C'est pas parce que on a un certain âge qu'il faut pas le faire. Il n'est jamais trop tard. Alors, moi, je dis toujours, plus on a des gens jeunes et mieux c'est parce que on apprend à avoir une qualité de vie et on apprend à le faire. Mais même avec un certain âge, il est toujours bon de connaître ces techniques qui sont simples et qu'il faut automatiser, pratiquer et acquérir. Ce que je voulais dire, Jérémy, avec ton exposé, ça donne vraiment envie, tu vois, d'intégrer. Et je pense que je serais très parti. Voilà. Non, pour rebondir sur ce que disait Nathalie, c'est vrai, nous, on le vit un peu tous les jours. C'est vrai que ça permet d'amener du bien-être. Et je pense que le bien-être aujourd'hui, c'est une part très, très importante de sa vie. Ça agit sur tout. On vous a parlé de l'immunité. Il faut faire attention, puisque effectivement, s'il y a trop de stress, on peut avoir effectivement des portes ouvertes vers des, des affections un peu plus graves. Donc je pense que le fait de se sentir bien à l'intérieur, aussi bien physiquement que mentalement, c'est aussi un rempart contre, je dirais, des dépressions, contre, je dirais, l'ennui, contre le mal de soi. Donc, enfin, cette approche-là, je ne l'ai jamais vue. Bon, enfin, je l'ai pratiqué un peu quand j'étais à l'armée, puisque j'étais dans les commandos, donc on avait effectivement des instructions sur telle ou telle partie, je dirais, de nos activités militaires, hein, les roulettes, des tyroliennes, le TNT,
le close combat, tout ça, c'était quelque chose qui était au quotidien pendant 6 semaines, 8 semaines. Mais on apprenait effectivement à gérer son stress. Et aujourd'hui, je ne suis plus en capacité de faire ce genre de choses. C'est ce que j'ai fait il y a longtemps. Mais au travers de ce qu'a dit Jérémy, reprendre sa confiance en soi, sentir bien, je dirais intérieurement, mais si on se sent bien intérieurement, on sera extérieurement également très, très empathique. Donc tout cela, effectivement, correspond à un état d'esprit, à un état d'âme des personnes. Et ces techniques, effectivement, peuvent nous les apporter. Donc, merci Jérémy, tu nous l'as proposé, c'est bien. Je pense que ça peut apporter beaucoup de choses aux personnes qui sont autour de nous pour effectivement être bien chez soi et surtout, comme l'a dit Nathalie, dans cette période vraiment troublée que l'on entend et anxiogène. Il suffit d'avoir le 20h ou le 13h, et le 13h et le 20h, alors là, les deux cumulés, c'est pas possible. Donc, voilà. Donc, prenons en sorte d'être bien dans sa peau. Et puis, effectivement, il y a peut-être des problèmes, mais on peut aussi les surmonter. Donc, voilà, je pense que merci Jérémy, et puis merci Nathalie. Alors, au niveau organisation, on a encore une incertitude. Alors, Voilà. je vous décris toutes nos problématiques parce qu'on en a malheureusement dans cette période actuelle. En fait, actuellement, en activité intérieure, seules sont permises les activités sur ordonnance. Donc, on a dit, OK, nous, on rentre ça dans le cadre du sport sur ordonnance, puisque vous êtes tous inscrits dans le cadre du sport sur ordonnance, il n'y a pas de souci. Le deuxième souci qui s'est ajouté, c'est que le sport sur ordonnance est permis, mais uniquement dans des structures sportives, Voilà. donc dans des gymnases. Or, la salle de Vernouillet que M. Lewis nous a proposé gentiment n'est pas une salle à caractère sportif. Donc, elle ne nous est pas permise. C'est-à-dire que la mairie nous l'avait attribuée, mais on n'a pas le droit de faire les ateliers dedans. Donc ça, c'est la première embûche qu'on a su fin de semaine dernière, donc après que j'ai communiqué par mail le lieu. On s'est donc rapproché de M. Mendy, de Chanteloup, pour savoir s'il n'y avait pas une salle sportive qui puisse nous accueillir. Et il nous a répondu dans la négative. Comme quoi, là, actuellement, comme il n'y avait pas d'assaut, il y avait de la place, mais que comme ça va s'étaler sur mai et juin, enfin, il va y avoir, a priori, on avait décidé avec Jérémy de faire 4 séances en avril, et puis après, une en mai et une en juin. Sur mai et juin, il n'a pas de visibilité au niveau des assauts, donc il ne veut pas s'engager. Donc, vendredi, en fin de semaine dernière, là, on est rentré en contact avec Carrières-sous-Poissy, qui nous a donné, Monsieur de Varenne nous a donné un accord de principe, mais il faut que ça remonte au niveau du maire. Et on attendait sa réponse, et là, je viens encore d'envoyer un SMS à Benjamin. On devait avoir une réponse dans la journée qu'on n'a pas eue. Donc, on va savoir, je dirais, demain, je pense, demain dans la journée, si oui ou non, on peut avoir une salle de catégorie autorisée, donc dans un établissement sportif, pour démarrer à partir de samedi. Voilà. On est transparent, on peut pas faire plus. On est vraiment extrêmement limité par les consignes sanitaires actuelles. Donc, si on arrive à avoir une salle à Carrières-sous-Poissy, on démarre, quitte à démarrer peut-être avec une semaine de décalage si c'est trop juste. Mais sachez qu'on a, voilà, à cette heure, on n'a pas d'informations plus précises. Si par contre, à Carrières-sous-Poissy, on ne peut pas avoir de salle parce que le maire ne veut pas, parce qu'il faut savoir que s'ils ouvrent les salles, on est les seuls. Ça veut dire qu'il y a un gardien, ça veut dire qu'il y a du nettoyage. Et donc, il y a un impact financier auprès des communes. Toutes les communes qui permettent le sport sur ordonnance font un investissement.
Donc, il y a certaines communes, nous, on a certains sites, notamment sur Saint-Quentin en Yvelines, où certaines communes refusent, malgré que le sport sur ordonnance soit permis, ils refusent que nos ateliers aient lieu parce que ça leur coûte trop cher et qu'ils ont mis leurs équipes en chômage technique, ils ont réorganisé. Et puis là, actuellement, avec les vaccinations, il y a une partie des équipes techniques qui sont redistribuées sur les vaccinodromes, enfin voilà. Donc, il y a des organisations municipales qui peuvent ne pas être simples. Donc, si on arrive à avoir sous Poissy, eh ben, très bien, on démarre. Dès qu'on peut démarrer, on démarre. Et ça sera le samedi matin sur une durée d'1 h 15, hein, c'est ce qu'on avait dit, Jérémy. Une durée de séance d'1 h 15 par petits groupes. Donc, on les met en place dès qu'on peut. Si malheureusement, on ne peut pas avoir Carrière to Poissy, eh bien, c'est un projet qui malheureusement aura lieu, je dirais, qu'à l'automne prochain, quand on aura une possibilité d'avoir des salles plus facilement et qu'on sera, je l'espère, en sortie de situation de crise sanitaire. Voilà. Sinon, quant au prix, on a fixé 30 €, ce qui est dérisoire par rapport au prix que l'on peut avoir, et surtout que c'est des techniques qui sont rarement enseignées en libéral. Et quand elles ont lieu, les professionnels, ce n'est même pas le prix d'une séance. Donc, on a voulu que vous ayez une participation, quand même un engagement, parce que c'est une participation et une implication pour le GDOS, pour Jérémy. On fait tous un geste. Et je pense que ça fait partie aussi de la motivation de s'engager financièrement. Est-ce que vous avez des questions? Tous se scotcher. Thérèse, il faut que vous allumiez votre micro. Ah, il faut mettre le micro. Ouais, il faut que vous réactiviez votre micro. Je rebondis juste sur ce que vient de dire Nathalie. L'engagement financier, c'est surtout pour éviter le fait que, par exemple, 10 personnes s'inscrivent sur ces 6 séances, viennent à 1 ou 2 séances et lâchent l'affaire. Et ça veut dire que ça prend une place et ça veut dire que le travail ne sera pas fait. Il faut vraiment le suivre un petit peu comme un rendez-vous régulier obligatoire, comme si votre cardiologue il vous disait j'ai besoin de vous voir 6 fois de suite. C'est comme ça, vous n'avez pas le choix, vous y allez. C'est un petit peu pareil si vous engagez. Ce côté engagement, ce petit engagement financier permet à certaines personnes de dire bon, allez, je me suis un peu engagé, ça contribue à l'engagement global. Voilà, c'était vraiment dans ce sens-là. Si vous voulez parler, n'hésitez pas donc à allumer vos micros. Oui, Jérémy, c'est Paul et Sylvie. Salut. Salut. On a un petit souci d'organisation nous-mêmes, étant donné qu'entre mai et juin, nous descendons en Corrèze. Et donc, on ne pourra suivre qu'avril. Et donc, est-ce que tu penses 4 séances. Que 4 séances, c'est mieux que rien, mais… C'est mieux que rien. Et moi, j'ai réfléchi quand même à une solution, et c'est ce qui se passe actuellement dans les écoles. C'est pourquoi pas avoir un écran intermédiaire, c'est-à-dire que je vienne et que je vous permette d'accéder. Alors, ça ne sera pas pareil parce que ça sera à distance, mais comme vous aurez vécu vos 4 séances, si vous avez en province une liaison, je peux très bien venir avec Zoom, mettre mon PC et que vous ayez une séance à distance. Alors, je sais, Jérémy, qu'on n'a pas le même impact et… Voilà. C'est déconseillé même, c'est quand même déconseillé dans les tops. Parce que même sur les dernières techniques? Ouais, parce qu'en fait, c'est à toi de voir. Surtout, en fait, sur chaque technique, les techniques ont une importance et c'est déconseillé parce qu'on ne sait pas comment peuvent réagir les gens et on ne peut pas laisser repartir des gens. C'est pour ça que le débriefing fait partie de la séance. Il y a un briefing que je vous referai à chaque séance. Il y a la séance qu'on va vivre ensemble que je vais vous expliquer en débriefing. Et surtout, après le débriefing, il est essentiel dans le sens où des gens ne peuvent pas repartir trop relax avant de conduire ou s'il y a des émotions qui ont émané, il faut absolument arriver à gérer ces émotions et ne pas vous laisser avec. Ce n'est pas en gros des choses qui remontent et on vous laisse, démerdez-vous. Et c'est pour ça que les tops, dans mes 3 formations que j'ai faites, ils ont bien précisé que les tops en présentation, comme on fait là en webinaire ou une mini-séance, vraiment, ce n'est pas grave, mais de faire une séance complète, surtout pas. Puis il n'y aura pas du tout la même qualité et surtout peut-être un risque quand même. D'accord, je me plie. Ma proposition tombe. Donc après, pour répondre à votre question, Paul et Sylvie,
Oui, 4 séances au lieu de 6, c'est mieux que rien, c'est sûr. C'est sûr que c'est mieux que rien. Vous aurez déjà appris les 4 premières techniques. Vous n'aurez pas la 5e qui est la PMR, je crois, et la DPP, la dynamisation. Après ça, c'est pas très grave en soi, mais déjà, vous aurez quand même acquis déjà 4 séances, quoi. 4 techniques. D'accord. Merci. De rien, monsieur. Donc, pour vous inscrire, ça sera par mail, mais je reviens vers vous dès demain ou après-demain, dès que j'ai une réponse, en fait, hein. Dès que je sais exactement si c'est carrière et où et à partir de quelle date. Je suis malheureusement, pour le moment, incapable de vous l'assurer à 100%. Paul et Sylvie se sont déjà inscrits auprès de Benjamin. Ouais, j'ai vu passer les mails. Vous êtes plusieurs à être inscrits, hein, donc on a noté les inscriptions, mais c'est pour ça que j'ai pas rebondi parce que j'attends la validation de la salle. Et une fois qu'on aura validation de la salle, c'est pareil, il va falloir voir aussi sur quel créneau vous vous positionnez. Donc, savoir si on fait 2 groupes de 5 ou si on fait un groupe de 8 s'il n'y a que 8 personnes. Enfin, voilà. Mais avant d'organiser les horaires, il faut que je puisse être sûre du lieu. D'accord, ok. Merci. Donc, de toute façon, ceux qui sont intéressés, je dirais que ça ne vous engage en rien à m'envoyer un mail déjà. Comme ça, on a un tableau. On a fait un tableau avec les inscrits. Donc là, si dans les 12 personnes, il y en a qui se sont inscrits et qui sont intéressés après la présentation, envoyez-nous un mail et puis on vous inscrit. Et puis, je vous dis, dès qu'on a des informations, on revient vers vous. Moi, ça m'emballe, hein, ça m'emballe vraiment. Mais bon, ce que je peux déplorer, c'est que c'est dommage que ça arrive maintenant. J'aurais préféré il y a 40 ans. Hein. Mais c'est pour ça que je disais ça, Thérèse. Il n'est jamais trop tard. Non, mais ça c'est sûr, je peux en tirer quelque chose et j'en attends d'ailleurs beaucoup. Mais bon. C'est ça. Non, mais vous savez, vous fixez des objectifs et se redynamiser, surtout dans ces périodes actuelles où on a plutôt tendance à vous tirer vers l'arrière qu'à vous pousser vers l'avant. Je pense que c'est pas mal. Hein. On est dans une période Moi, je suis emballée toujours. Hein. Je suis emballée. J'espère que ça va se faire. On va faire le maximum. Mais je vous dis, on a épuisé déjà 2 ressources sur 3. Voilà. Conflans, on sait qu'il n'y a pas parce que alors, même pour avoir déjà des pratiques sportives, c'est compliqué. Donc, de rajouter encore des créneaux, ça, on sait qu'on n'aura pas. Donc, voilà, il nous reste carrière. C'est notre dernière piste. Mais c'est des périodes où c'est difficile. Donc, c'est difficile d'avoir… oui. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Merci à Jérémy. Merci, ouais. Merci à tous les deux, hein. Nathalie, Jérémy. Merci à vous d'avoir participé. Merci de la proposition aussi. Merci beaucoup. Et puis à très très bientôt. Oui. Donc, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous par mail. Et puis moi, derrière les mails, je l'ai déjà fait. Ouais, tous ceux qui l'ont déjà fait, c'est confirme. Non, mais si vous l'avez déjà fait, c'est bon. C'est par contre ceux qui l'ont pas fait, renvoyez-nous un mail. Et puis, dès que j'ai des informations, je vous tiens au courant. Au plus vite. Ok. Bonne soirée à tous et merci pour toutes et à tous. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup. Pour votre écoute. Merci beaucoup. À Au bientôt. revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Merci.